Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 10 octobre. Et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui dans votre podcast, on va parler des fonctions publiques. En effet, pour un même nombre moyen de fonctionnaires, la Belgique a des dépenses d'administration publique plus élevées que ses voisins européens. Par habitant, nous dépensons de l'ordre de 3 000 € en plus que les Pays-Bas sur les dépenses publiques totales. C'est Jean Hendrix, professeur à l'UC Louvain, qui fait les comptes. Une augmentation des cellules vides dans les centres-villes belges et les centres commerciaux y sont pour quelque chose. À partir des années 1970, les shopping centers, les centres-villes se sont construits en accueillant un maximum finalement de commerces de vêtements et de chaussures. Le commerce en ligne marque-t-il la fin des cellules en centre-ville ? François Honoré, CEO de Géoconsulting, nous expliquera. Et pour finir, c'est l'automobile qui fait la une du nouveau Trends Tendance à paraître ce jeudi. Robert Van Apeldoorn s'est penché sur l'électrification du parc automobile et vous l'entendrez sur ce sujet à la fin de ce podcast. Z sur 7 à la une. L'économiste Jean Hendrix et son confrère Alexandre Lanfalussy ont mesuré l'emploi public en Belgique. Par rapport aux autres pays européens, la Belgique a plus ou moins la même quantité de fonctionnaires par habitant, mais les dépenses des administrations publiques sont beaucoup plus élevées. Vous entendrez pendant cette rubrique Jean Hendrix, professeur à l'UC Louvain, co-auteur de l'étude. Pour les effectifs, en général, on les mesure sur base internationale comme la part dans l'emploi total. On est autour de 22%, c'est la moyenne européenne. Certains pays nordiques ont des taux beaucoup plus élevés. Par contre, en termes de coûts, il y a véritablement un dérapage, j'ai envie de dire, parce que si je compare notamment par rapport aux Pays-Bas, par habitant, nous dépensons de l'ordre de 3 000 € en plus que les Pays-Bas sur les dépenses publiques totales. La rémunération des fonctionnaires n'est pas plus élevée en Belgique qu'ailleurs, mais les budgets publics sont davantage sollicités pour les dépenses sociales, par exemple. Ce qui change vraiment, c'est le modèle social et l'organisation de notre sécurité sociale, donc tout passe par l'État fondamentalement. Et aucune place n'est laissée au privé pour compléter d'une certaine manière l'organisation des soins de santé et l'organisation des pensions. Donc chez nous, en fait, les pensions complémentaires sont réduites à peau de chagrin et les assurances santé complémentaires sont aussi très réduites. C'est le public qui prend toute la place. Aux Pays-Bas, on a plutôt un partenariat moitié-moitié, public-privé. L'étude constate par ailleurs que les emplois publics augmentent moins vite que les emplois privés en Belgique. Le nombre d'emplois publics est aussi comparable en Flandre et en Wallonie par rapport au nombre d'habitants. Mais la Wallonie a moins d'emplois privés pour financer ses dépenses. On a un nombre de fonctionnaires par habitant qui est comparable, mais on n'a pas nécessairement les moyens de soutenir un même nombre de fonctionnaires par habitant parce qu'on a un emploi privé plus faible en Wallonie par rapport à la Flandre. Donc si on exprime l'emploi public, non pas par habitant, mais dans l'emploi total, la part dans l'emploi total, là, ça peut varier du simple au double. Par exemple, entre la province du Luxembourg, on est autour de 30-32%, et dans la province de Flandre occidentale, on est à 17%. C'était Jean Hendrix, professeur à l'UC Louvain, co-auteur de l'étude. La Wallonie n'aurait donc pas les moyens de maintenir son niveau d'emploi public. D'après l'étude, c'est surtout au niveau communal que des efforts de rationalisation pourraient être portés. Z sur 7 à la une. Une tendance en constante progression dans les centres-villes belges. Des villes qui dépassent les 45% de cellules vides. Les centres commerciaux excentrés ne sont pas les seuls responsables. Les coûts ont augmenté et les habitudes ont changé. Selon le bureau d'études en géomarketing Géoconsulting, les gens passent plus de temps devant leurs écrans et donc sortent moins. Mais ce sont les difficultés des commerces de vêtements et chaussures qui ont accéléré le mouvement. Vous entendrez tout au long de cette rubrique François Honoré, CEO de Géoconsulting. À partir des années 1970, les shopping centers, les centres-villes se sont construits en accueillant un maximum finalement de commerces de vêtements et de chaussures.
Or, à partir de 2015, pour toute une série de raisons, ce secteur-là a commencé à connaître des difficultés et donc forcément a impacté la dynamique des centres-villes et des shopping centers. En 2001, à la rue Neuve à Bruxelles, on comptait seulement 1% de cellules vides et près de 72% de magasins de vêtements et de chaussures. Cette année, il n'y en a plus que 48% et il y a 10 fois plus de cellules vides. Pour remédier à cette quasi-désertion, les autorités doivent travailler sur l'interdépendance des secteurs et pas seulement sur les commerçants eux-mêmes. Par exemple, la fonction commerce et la fonction tourisme sont fortement liées. Si demain, dans le centre-ville de Bruxelles, on accueille 2 fois plus de touristes, ça aura un impact positif, toutes choses restant égales, sur le commerce. Je prends l'exemple de la fonction touristique. Bien entendu, c'est vrai pour la fonction logement. Si on attire demain plus de logements dans les centres-villes, plus d'habitants et notamment aussi sûrement plus de mixité sociale, eh bien ça aura un impact direct sur la vitalité commerciale. Une administration communale en plein centre-ville est également un atout, tant les employés que les visiteurs sont des clients potentiels. Et si l'e-commerce peut être une menace sur les commerces de proximité, il peut également être un atout. C'était François Honoré, CEO de Géoconsulting. Le e-commerce a clairement aussi un impact sur le commerce physique. Il a notamment un impact actuellement important sur le commerce, sur les commerces d'équipement de la personne, donc vêtements et chaussures. On ne nie pas. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a toute une série de commerçants, de retailers, qui fonctionnent bien parce que plutôt que de se dire le commerce online est un concurrent, ils décident plutôt de se dire non, c'est un nouvel atout pour redévelopper mon business. Z sur 7 à la une. Une banque belge doit indemniser un de ses clients de l'équivalent en euros de 30 000 $. Ce client a porté plainte contre la banque en 2017, estimant avoir été mal conseillé. L'an dernier, le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon a tranché et a reproché à la banque de ne pas avoir donné de bons conseils. Grégory Guillemin, directeur en finance, nous en parle. Les actions Netflix représentaient 25% de son portefeuille. Elles étaient aux alentours de $180. Et il a demandé un conseil, un avis à son banquier. Son avis, selon ce qu'il avait lu, le banquier a décidé de dire en fait, je vendrai ces actions à Netflix. Et il a vendu ces actions Netflix à $233. Mais ce qui s'est passé, les 6 mois qui ont suivi et même après, l'action Netflix a augmenté à près de $500 et aujourd'hui est même à $700. Aujourd'hui, les deux parties font appel du jugement. Le client considère ce montant insuffisant et la banque, elle, estime qu'elle ne lui doit rien. D'après Grégory Guillemin, la condamnation dépend du mandat de gestion. Si c'est un mandat de gestion discrétionnaire, alors la banque gère les investissements pour l'investisseur. Si c'est un mandat de gestion de conseil, le client est responsable. Si on est dans le cadre d'un mandat de gestion conseil, pour moi, le client en fait est 100% responsable entre guillemets de ses décisions. Il demande en fait conseil, c'est pour ça qu'on l'appelle mandat de gestion conseil, il demande conseil à sa banque pour avoir des avis, des conseils sur tel ou tel investissement. La banque également propose des investissements, mais en aucun cas la banque, selon moi, doit être tenue responsable. Donc on va bien voir justement comment l'appel va se dérouler. Cet événement pourrait créer un précédent. Grégory Guillemin, directeur en finance, encore une fois. Les banquiers, les conseillers auront peur maintenant en fait, de donner des conseils, des avis et donc ne vont plus se prononcer. Déjà maintenant, depuis 5-10 ans, on se rend compte que les banquiers sont soumis à des règles très très strictes. Maintenant qu'on leur posera une question, en fait, ils ne répondront plus. Et en fait, ça nécessite vraiment le besoin chez monsieur et madame tout le monde de prendre le temps de se former pour mieux comprendre la bourse, les investissements et de pouvoir prendre un peu plus soin de leurs économies. Notre expert recommande également de diversifier ses investissements. Par exemple, si vous achetez les actions d'une société, faites en sorte qu'elles ne dépassent pas 10% de votre portefeuille. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme dans chaque podcast, on se retrouve pour une rubrique d'analyse des marchés financiers avec un expert. Nous allons revenir aujourd'hui sur les marchés chinois qui ont connu des séances particulièrement volatiles ces dernières semaines. Thomas Leclerc, de la banque Degroof Petercam.
Effectivement, depuis la fin du mois de septembre, les indices chinois ont retrouvé grâce aux yeux des investisseurs. Cela est dû principalement à l'annonce par Pékin de mesures monétaires de grande ampleur, certainement le paquet de mesures le plus important depuis le Covid. Ces mesures incluent notamment des réductions de taux, mais également une accessibilité plus facile à des prêts immobiliers. En conséquence, le Hang Seng a bondi de plus de 21% et le CSI 300 a lui bondi de près de 30% sur cette période. Maintenant, les analystes se demandent si cette flambée des bourses chinoises est durable. Et depuis quelques jours, on assiste à une correction du marché. Thomas Leclerc. Alors oui, mardi matin, les investisseurs étaient prêts à une journée agitée, après une semaine fériée appelée la Golden Week en Chine. Dès l'ouverture, le CSI 300, l'indice phare de la bourse de Shanghai, a bondi de près de 11%, en partie grâce à l'attente d'une conférence de presse de la Commission nationale du développement et de la réforme, qui est en fait l'organe de planification macroéconomique chinois, où Pékin devait confirmer en fait des mesures fiscales qui seraient venues compléter les mesures monétaires déjà annoncées fin septembre. Cependant, l'euphorie a été malheureusement de courte durée. En effet, en fin de journée, l'indice a réduit ses gains pour finir avec une hausse plus modérée de 5,9%. Pendant ce temps, l'indice Hang Seng de la bourse de Hong Kong, qui était resté lui ouvert durant la Golden Week, a terminé en baisse de 9,4%, sa pire baisse depuis 2008. À la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. C'est l'automobile qui fait la une du nouveau Trends Tendance à paraître ce jeudi. Robert Van Apeldoorn s'est penché sur l'électrification du parc automobile dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Tout d'abord, c'est sûr que le secteur automobile est pour le moment dans un contexte assez particulier. Il souffre, donc la transition vers l'électrification est beaucoup plus douloureuse qu'on l'imaginait, que certains constructeurs l'imaginaient. Alors le cas d'Audi, du groupe Volkswagen, puisqu'Audi fait partie du groupe Volkswagen, le montre. Donc c'est un groupe, ils ont sorti des voitures électriques, ils ont beaucoup investi. Ils n'arrivent pas à vendre les volumes qu'ils espéraient, en tout cas pour cette année, en tout cas à immatriculer les volumes. Il y a des raisons, des primes qui ont diminué, mais il y a le fait que les voitures sont encore trop chères. Les voitures électriques, c'est 30% plus cher qu'une voiture à carburant. Et donc on a une année un peu de passage à vide pour certains pays, pas pour la Belgique, mais en tout cas globalement pour l'Europe, c'est un recul actuellement. Ensuite, il y a eu une nouvelle taxe décidée la semaine dernière. Cela veut-il dire que les voitures électriques peu chères ne se verront pas de sitôt en Europe ? Non, au contraire. Je pense que c'est d'ailleurs une nécessité. Donc les constructeurs européens sont en train de préparer, de sortir des modèles moins chers. Parce qu'il y a 1 ou 2 ans, on parlait de modèles à 40 000, 50 000 euros. Maintenant, on va avoir des modèles à 25 000 euros. Ici, c'est la Renault 5 qui arrive maintenant. Elle va arriver entre 25 000 et 27 000 euros fin de l'année. Les premières sont un peu plus chères. Il y a Skoda, il y a Volkswagen. Tout le monde va sortir des modèles. Et il y a même des situations un peu particulières, comme le groupe Stellantis qui a fait un accord avec un groupe chinois, Leapmotor, pour produire en Europe des voitures, essentiellement avec des éléments chinois, et qui seront vendus, la petite Leapmotor sera vendue dans les 18 000 euros. Et pour finir, le secteur automobile est très sujet aux réglementations. Les constructeurs aimeraient-ils que ces réglementations soient échelonnées ou retardées ? Pas tous les constructeurs. Le groupe Stellantis est opposé à un recul. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une réglementation sur le CO2. Donc en 2025, les émissions moyennes des voitures livrées devront réduire de 15%. En 2030, 50%. Et pour y arriver, on dépollue le moteur encore plus, ça va coûter plus cher. Et aussi, il faut vendre plus de voitures électriques pour que la moyenne du CO2 diminue. Or, les immatriculations n'étant pas au rendez-vous, donc il y a des groupes comme le groupe Volkswagen, encore lui, le groupe Ford aussi, qui pourraient passer à côté, être très loin à côté et devoir payer des amendes importantes. Alors il y a des discussions, des pressions pour essayer de reculer, de modifier ça. Ça, on va voir un peu comment ça va se passer au niveau de la commission. Vous pouvez retrouver ce dossier dans votre Trends Tendance qui sort aujourd'hui. En attendant, on se retrouve demain. Merci de nous avoir écoutés, auditeurs et auditrices. Dans le podcast de demain,
vous aurez l'opportunité de retrouver le think tank Itinera pour une rubrique analysant l'influence de la Chine sur nos marchés. En attendant, restez à l'écoute pour une rubrique préventive en matière de cybersécurité avec le Centre pour la cybersécurité belge. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Cathy, du Centre pour la cybersécurité Belgique. Nous avons récemment reçu un appel d'un directeur de la communication d'une PME. Un vendredi soir, ils ont remarqué que la page Facebook de l'entreprise avait été piratée et qu'un concours avait été annoncé. Tous les followers et contacts ont reçu un message personnel avec un lien suspect destiné à obtenir des informations personnelles. Les réactions négatives sur les médias sociaux ne se sont pas fait attendre. Ils ont reçu des messages de colère de clients qui étaient tombés dans le piège. Le préjudice d'image a été considérable. Et ce n'est pas tout. Les clients ont remis en question les mesures de sécurité, ce qui a entraîné une baisse des ventes. Certains clients ne sont jamais revenus. Bien que l'entreprise ait repris le contrôle de la page Facebook assez rapidement, cette affaire lui a ouvert les yeux. Elle a réalisé à quel point elle était vulnérable et ce qu'une simple attaque sur une page Facebook peut déclencher. Empêcher les cybercriminels d'entrer, utilisez l'authentification à 2 facteurs sur tous vos médias sociaux. Plus d'informations sur atwork.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.